Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, les étudiants de la deuxième année de l'ISEP de Matam ont décrété un mot d'ordre de grève illimité. Ces étudiants ont délogé les nouveaux étudiants fraîchement orientés. Après plus d'un an d'exploitation, le pétrole sénégalais suscite toujours autant d'interrogations. Ses retombées tardent encore à se faire sentir. Entre déception et appel à la patience, les avis restent partagés. Pendant ce temps, la préfecture de Dakar Sur-le-Ton, à partir du 8 janvier 2026, les charrettes et pousse-pousse seront formellement interdits dans la zone d'influence du BRT Bus Rapide Transit. Qu'en pensent les citoyens? À suivre dans ce journal le reportage de Catherine Siganour. Et puis un sujet de découverte, Tanger, la mémoire d'Ibn Battuta ne se dévoile pas au premier regard. Sa tombe se cache au cœur de la Médina, loin des grands axes et des regards pressés. À la découverte du mausolée d'Ibn Battuta avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Hassan Ba et Serigne Saliou Dème. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais, il y a un instant à Matam, les étudiants de la deuxième année de l'ISEP ont décrété un mot d'ordre de grève illimité. Selon eux, tant qu'il n'y a pas d'examen de certification et de soutenance, il n'y aura pas de cours. Ces étudiants ont délogé les nouveaux étudiants fraîchement orientés. Voici les explications de Jim Tunkara. Il est le président du collectif des apprenants de l'ISEP de Matam. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent sur place, Amadou Omandial. Au nom du collectif des apprenants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, pour confirmer officiellement le boycott des cours et des inscriptions pédagogiques décidées collectivement et avec conscience. Cette décision n'est ni un acte de défiance, ni un refus à l'école. Au contraire, elle est un cri d'alerte, un appel à la justice académique et au respect des engagements pris envers les apprenants dans les ISEP. Depuis le mois de novembre, les apprenants de la deuxième année ont terminé leur formation, validé leurs stages, respecté toutes les exigences pédagogiques, mais restent toujours sans soutenance et sans certification. Or, sans soutenance, aucun avenir professionnel n'est possible. C'est pourquoi notre position est claire, responsable et non négligeable. Pas de certification, pas de cours. Pendant ce temps, la préfecture de Dakar Sur-le-Ton, à partir du 8 janvier 2026, les charrettes et pousse-pousse seront formellement interdits dans la zone d'influence du BRT Bus Rapide Transit. Les contrevenants s'exposeront à l'immobilisation de leurs véhicules et à une mise en fourrière. Qu'en pensent les citoyens? Réponse dans ce reportage signé par Catherine Siganour et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Dans la zone d'influence du bus rapide transit, les charrettes et pousse-pousse seront désormais systématiquement immobilisées et mises en fourrière. Une décision des autorités justifiée par la nécessité de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité des piétons. Pour ce jeune Jakartaman, les travaux du BRT devraient être revus afin de ne pas empêcher les autres usagers de circuler ou de faire leur travail. Les gens doivent toujours réfléchir avant de faire un travail. Parce que quand ils ont fait ce plan-là, il fallait penser aux piétons. Ce sont des personnes qui traversent chaque jour. Il fallait faire un autre plan de travail. Il y a des barrières, mais pas partout. Quant à ce jeune homme, il salue la décision prise par le préfet et appelle au civisme de tous. Je
suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, c'est pas que je suis quelqu'un de méchant, pas du tout. Mais par contre, bon, les piétons, c'est pour les piétons. Il y a des vendeurs, il y a des machines. Effectivement, donc les vendeurs, comment dire, je préfère qu'ils aillent au marché pour vendre aussi leurs marchandises. Mais par contre, c'est pas pour, comment dire, on ne peut pas faire ça sur les piétons. Donc, au fur et à mesure, on va marcher sur la route. Un avis partagé par cet autre citoyen qui estime que cette mesure permettra de réduire les risques d'accident. C'est une très bonne nouvelle pour la population. C'est une très bonne nouvelle aussi pour les conducteurs du BRT. Parce qu'aujourd'hui, si le préfet dit que la population doit passer au niveau du croisement, c'est-à-dire le croisement, je pense que c'est pour leur bien-être, mais pas dans leur défaveur. Je pense que c'est une très bonne nouvelle aussi. Et aussi concernant les vendeurs, au niveau des passages de piétons aux alentours du BRT, je pense que c'est une chose qui devrait éviter. Entre impératif de modernisation et réalité sociale, cette mesure continue de diviser. Reste désormais à voir si elle permettra réellement d'améliorer la circulation tout en préservant les moyens de subsistance des populations concernées. Le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal a appuyé en intrants composés de maïs, d'oignons, les producteurs touchés par les dernières inondations. Sur 476 tonnes d'intrants, plus de la moitié est dédiée à la région de Matam. Alassane Anne, spécialiste suivi et évaluation du PRDC, est au micro d'Amadou Omar Diallo. Donc nous sommes là dans le cadre d'une mission d'information sur les appuis en intrants que le projet a mobilisé pour la région de Matam. Donc comme vous le savez, c'est un projet de résilience et qui appuie donc des populations vulnérables de la vallée du fleuve Sénégal. Comme on l'avait fait en 2024, cette année aussi on a apporté des intrants d'une quantité de 476 tonnes. L'année dernière, on était à 260 tonnes. Presque on a doublé le quantitatif cette année. Ces intrants sont composés de semences de riz, de maïs, d'oignons, mais aussi d'engrais, urée, DAP et des engrais aussi triple 15 et 10-10-20 pour accompagner le maraîchage. Donc si on cumule les deux appuis de l'année dernière de 2024 et de 2025, le projet a déboursé près de 2 milliards, 1 milliard 100 et près de 900 millions cette année pour appuyer les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Pour le lot de cette année, sur les 476 tonnes globalement mobilisées, plus de la moitié appartient à la région de Matam. Exactement 264 tonnes. Donc pour les départements de Kanel et le département de Matam. Donc nous avons travaillé avec la CET, avec qui nous avons une convention de partenariat qu'on a signée en janvier 2024. Depuis lors, la CET ne cesse de nous aider à faire le ciblage après chaque hivernage, en rapport avec le service, avec la Direction régionale de développement rural. Et donc aujourd'hui, on était venu présenter au gouverneur cet appui-là avant de procéder à l'acheminement vers les communes. Un projet, quel qu'il soit, doit avoir l'assentiment de ses bénéficiaires par rapport à une approche qu'il met en place. C'est pourquoi nous avons privilégié cette approche-là qui va de la base vers le sommet. Et aujourd'hui aussi, quand on a rencontré le gouverneur, nous avons été confortés. Il nous a effectivement, il a remercié le PRDC. Il voulait même organiser une réunion d'ici la fin du mois pour le comité de gestion des inondations. Mais nous lui avons fait comprendre qu'il y a des urgences aussi. Aujourd'hui, il y a la campagne de contre-saison froide qui est en cours, pour lesquelles il y a beaucoup de producteurs qui attendent des semences d'oignons, mais les engrais qui doivent l'accompagner aussi. Nous avons la campagne de contre-saison chaude qui va démarrer en début janvier. Je crois que les superficies ont été déjà ciblées. Et donc, il va falloir que nous donnions la faveur de distribuer, au moins pour les urgences, d'ici la fin du mois, d'ici le 10 janvier au plus tard. Après plus d'un an d'exploitation, le pétrole sénégalais suscite toujours autant d'interrogations. Présenté comme un moteur de développement, ces retombées tardent encore à se faire sentir. Entre déception et appel à la patience, les avis restent partagés. Illustration dans ce reportage signé par Elisabeth Grastine et Nogueïdja. Après plus d'un an d'exploitation,
Le pétrole, présenté comme un levier de développement pour le Sénégal, peine encore à convaincre une partie de la population. Ce boutiquier se dit déçu. Selon lui, les retombées du pétrole ne se font toujours pas sentir dans son quotidien. Beaucoup de Sénégalais avaient placé leur espoir dans le pétrole, espérant qu'il contribuerait au développement du pays. Mais jusqu'à présent, les retombées de son exploitation ne se font pas encore sentir au niveau des populations. Même constat chez ce jeune homme. Pour lui, l'exploitation du pétrole n'a pas encore eu d'impact visible sur l'économie du pays. Pas du tout, pas du tout. Moi, je n'ai pas vu de changement. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'attends personne. Ok? Moi, bon, comme quand je me réveille comme je suis, comme privat, je pars au boulot et je reviens chez moi. C'est comme ça. Et je dis ça à tous les jeunes aussi. N'attends rien de personne, même le gouvernement. Un avis que ne partage pas ce père de famille, habitant des parcelles assainies. Il estime qu'il est encore trop tôt pour juger et appelle à la patience avant d'évaluer les effets réels du pétrole sur l'économie nationale. Bon, je crois que tout ça dépend des premières négociations. Mais maintenant, quant à espérer que tout juste du tic au tac, il y ait des retombées pour la population, bon, il ne faut pas qu'on essaie de rêver, quoi. Il faudra attendre peut-être d'ici quelques années pour pouvoir voir les retombées, quoi. Entre espoir, attente et déception, l'exploitation du pétrole continue de susciter des réactions contrastées au sein de la population. Religion dans ce journal Gamou Serigne Moustapha Ndiéguène, le comité d'organisation de l'événement a tenu un CDD. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du Gamou. Un Gamou justement placé sous le thème l'islam face aux contemporains. Voici le coordonnateur du Gamou, Abdou Sarr. Ses propos sont recueillis par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. On est sorti rassuré de cette réunion tout en sachant que des mesures très exceptionnelles cette fois-ci seront prises pour la réussite de l'organisation matérielle de cette importante manifestation religieuse. Et à chaque fois que nous organisons le Gamou, un thème est dégagé. Voilà, ça fait un peu plus de 3 ans on a traité ici de la sécurité, on a traité de conscience professionnelle et développement. Aujourd'hui, l'islam face aux défis du monde contemporain. Parce que nous sommes dans un monde où pour réussir, il faut allier ce qu'on appelle la rapidité dans la réflexion et la précision dans l'action. On ne peut pas construire un pays en s'enfermant dans la confusion. Il faut que maintenant les jeunes s'adaptent à cette réalité pour pouvoir vivre un monde moderne, un monde de développement, un monde sûr de son passé et conscient de son avenir. Ce n'est pas quelque chose de facile quand on occulte d'aller apprendre. Le sérieux dans le travail. L'année passée, j'avais développé ici les preneurs de parole. Il faut quand même qu'on apprenne à donner à ces gens-là le sens de la réflexion et de la mesure. En donnant la parole aux hommes compétents, aux hommes instruits, qui ont des esprits constructifs pour développer un pays. C'est un défi majeur, surtout actuellement dans ce Sénégal, où l'amalgame, la confusion est en train de gagner du terrain. Donc ça, c'est une des réflexions du marabout. Et je pense que nous qui avons vécu son époque, je veux parler de Serigne Mamadou Moustapha Ndiéguène, il a été d'une efficacité légendaire. Un homme de Dieu d'une dimension très exceptionnelle. Il a enseigné, il a éduqué, il a pratiqué dans toutes ses formes et dans toutes les conditions. L'insécurité au quartier Mam El Hadj de Thiès inquiète le comité d'organisation, un problème souligné par le président du comité d'organisation qui en appelle à l'implication des autorités administratives et locales. Suivons Serigne Sidi Ndiéguène, président du comité d'organisation du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène. Ses propos sont toujours recueillis par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Le problème mooy
bi gën a doy waar te képp ku dëkk commune nord nga koy jooy muy premier pont. Bon, dañoo génn fraîchement de la prison. Tous les habitants de la commune de Thiès Nord ont fait un constat sur l'insécurité qui règne au premier pont du quartier Keur Mamel Hadji. Nous avons informé qui des droits, mais le problème reste entier. Les lieux sont fréquentés par des gens fraîchement sortis de la prison, des jeunes hommes et des femmes pendant la nuit. Ils consomment de la drogue. Donc, il est urgent que les autorités réagissent. L'insécurité est grandissante dans le quartier. Et pendant le Gamou, ces malfaiteurs fréquentent le quartier. L'année passée, le téléphone du coordonnateur du Gamou a été chippé dans cet endroit. wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci interpellé état central yi ci interpellé wax dëgg yàlla le gouverneur ak vraiment képp koo xam police centrale ñu régler problème mu Jakarta yi fii à Thiès. Direction Rufisque, l'association 10 millions de rêves a mis en place une chaîne de solidarité innovante pour les couches les plus vulnérables. Cette initiative inclusive vise aussi la solidarité et encourage l'autonomisation. Maïmouna Sissé est la présidente de l'association 10 millions de rêves. Elle est ici au micro de Babacar Sall. Les besoins de notre société, les difficultés de la vie et tout ça. Et vu que pour rassembler cette somme, c'est un peu difficile. Parce que pour le faire, il faut courir vers les banques. Et vous savez qu'avec la banque est un peu contraignante par rapport à la population. Il y a les garanties, il y a tout ça. Et tout ça, donc pourquoi pas ne pas nous rassembler pour économiser nos petites économies, voilà, pour pouvoir les partager après. Les cibles, ce sont comme je l'ai dit, les ouvriers, les marchands ambulants, les personnes démunies. Bon. Et j'ai aussi une cible très importante, c'est-à-dire que les mineurs. Et pourquoi les mineurs? Parce qu'on leur fait une petite économie. Et vous savez qu'après le bac, il y a les besoins des pré-inscriptions, il y a les besoins de la formation professionnelle. L'État, je me dis en quelque sorte, c'est notre miroir. Parce que nous payons les impôts, nous payons tout ce que nous devons faire et en retour, l'État nous donne des fonctionnaires, l'État nous donne des universités, l'État nous donne des hôpitaux. Et il met même dans notre poche parce qu'il nous paie nos salaires. Mais c'est insuffisant pour couvrir les besoins de la vie. À présent, place au dossier de ce 20h. L'accès à une eau de qualité appréciable et en quantité n'est pas une réalité dans beaucoup de localités des départements de Médina Yoro Fula et de Bunkiling dans la partie nord de la région de Sédhiou. En cette période de l'année, c'est une corvée qui s'impose aux communautés locales pour satisfaire les besoins quotidiens. Seydou Diatta signe le dossier de ce 20h. Pendant longtemps, l'accès à l'eau potable dans de nombreuses localités se faisait exclusivement à la force des bras. Une corvée quotidienne éprouvante qui ne permettait ni de couvrir les besoins essentiels des populations, ni de garantir une qualité suffisante de l'eau. Nous avons parfois besoin d'environ 10 bassins d'eau pour combler notre besoin quotidien en eau et c'est une corvée. Nous avons aussi besoin de mener des activités génératrices de revenus à travers le maraîchage. Mais le manque d'eau freine nos ambitions. Pendant la saison sèche, tous les animaux du village, c'est au village qu'ils boivent. Si on veut vraiment donner cette eau-là à tous les animaux du village et que nous aussi on fait nos besoins, l'eau ne va pas suffire. Donc pour aussi mener des activités génératrices de revenus, on a besoin de l'eau. L'eau reste vraiment un élément qui est tellement essentiel dans la vie de l'homme. On ne peut pas vivre sans l'eau. Grâce à l'intervention de l'Institut italien de coopération et de développement ICS, en partenariat avec Agrotasis, le liquide précieux est désormais disponible en quantité suffisante et de bonne qualité dans plusieurs villages du département de Bunkiling et de l'arrondissement de Ndorna dans le département de Médina Yoro Fula. On travaille autour du monde depuis 32 ans. On fait des interventions au Cambodge, au Maroc,
en Guinée, au Mozambique et dans le Sud-Amérique. On est ici au Sénégal depuis 4 ans et notre domaine principal c'est l'eau. On amène avec l'eau un soutien en éducation, en la santé et au développement. Notre partenaire italien il s'appelle EGATO 6, c'est un ente gouvernatif qui nous soutient. On essaie de faire notre possibilité d'aider la population parce que pour nous, le gouvernement ne peut pas tout faire. Avec mes amis, mes partenaires italiens, 2 ans de cela, on est passé ici. On a vu qu'il n'y a pas l'eau dans l'école. Donc les enfants passent toute la journée ici sans l'eau avec leurs enseignants. Ils vont aller dans les toilettes. Les toilettes, il n'y avait pas l'eau. Donc on a décidé de mettre l'eau à la disposition de l'école. Donc ça a un aspect très positif, surtout du côté des filles qui ont en période de menstrues ont besoin de l'eau pour pouvoir se prendre en charge. Avant, on avait des difficultés à maintenir ces filles-là à l'école. Actuellement, l'eau étant disponible, ça a un impact positif sur les enseignements-apprentissages. Nous sommes très sensibles à votre degré d'humanisme et nous sommes extrêmement reconnaissants de votre générosité et de votre engagement envers notre SEM Djinani. La disponibilité de l'eau en quantité et en qualité contribue également à améliorer notre santé et notre bien-être, aussi d'étudier et de prendre en charge l'environnement scolaire. Ce projet de notre partenaire qui nous a aidés à installer des mini-forages et également des points d'eau dans les concessions et une marque de soutien à la politique de l'État de l'accès à l'eau potable. Nous vous en remercions et nous restons assurés que vous allez poursuivre cet accompagnement, mais aussi diversifier vos interventions dans les autres domaines. On a assez d'espace. Si on a ces genres de projets-là, ça sera une solution tellement efficace qui pourra maintenir la jeunesse dans cette localité, travailler ici dignement et rester ici dignement. Parce que toute zone que vous voyez ici, qui est en train vraiment de laisser cette localité pour vraiment se rallier vers l'Europe, c'est parce qu'on a des besoins qu'on n'a pas pu vraiment résoudre au niveau de ce village-là. Depuis maintenant 4 ans, l'ICS a contribué à changer durablement la vie de nombreux Sénégalais dans le nord des régions de Kolda et de Sédhiou. À l'issue d'une tournée d'évaluation des réalisations, Mohamed et ses collaborateurs sont repartis satisfaits des réalisations, mais également porteurs d'une importante liste de doléances exprimées par les populations déterminées à aller encore plus loin sur la voie du changement et du développement. Tanger la mémoire d'Ibn Battuta ne se dévoile pas au premier regard. Sa tombe se cache au cœur de la Médina, loin des grands axes et des regards pressés. Pour y parvenir, il faut suivre des ruelles étroites et se fier aux rares indices laissés sur les murs, un parcours à l'image de la vie de ce voyageur hors du commun. À la découverte du mausolée d'Ibn Battuta avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Hassan Ba et Serigne Saliou Deme. Trouver la tombe d'Ibn Battuta n'est pas une simple promenade. Depuis le Grand Soko, il faut s'enfoncer dans la Médina de Tanger, un véritable labyrinthe de ruelles étroites, de passages sinueux et d'escaliers usés par le temps. Ici, aucun grand panneau, aucun monument visible de loin. À chaque carrefour, le doute s'installe. On hésite, on rebrousse chemin. Quelques flèches peintes sur les murs indiquent la voie. Puis une rencontre. Wassim accepte de nous guider à travers les ruelles de la Médina. Après quelques virages, il nous montre une ruelle discrète. Derrière une porte simple, presque invisible, se trouve la tombe d'Ibn Battuta. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا تفضلوا. زولوا الأحذية ودخلوا. زول عفاك الحذاء. Le silence contraste avec l'hésitation de la Médina. C'est Mourtar qui nous accueille, gardien des lieux, non-voyant,
Il connaît chaque recoin du mausolée. Sa voix calme semble porter la mémoire des lieux. À l'intérieur, la tombe est modeste. Mokhtar nous explique l'histoire du mausolée. Le mausolée, vous le voyez petit aujourd'hui. Autrefois, il était grand. Au fil du temps, il est tombé en ruine. Puis l'État est venu et l'a réparé de cette manière. Il a conservé le château et le minaret. Né à Tanger en 1304, Ibn Battuta étudie très jeune les sciences de la charia dans sa ville natale. Il quitte Tanger à l'âge de 21 ans pour accomplir le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ce voyage marque le début d'une vie entière passée sur les routes. La raison de sa renommée est d'abord la difficulté de voyager à son époque. Deuxièmement, il invitait les gens à l'islam, car depuis son jeune âge, il recevait les sciences de la charia ici, au Maghreb, dans la ville de Tanger. Et lorsqu'il est parti en voyage, il invitait les gens à l'islam selon ce qu'il a appris. Son premier voyage a commencé dans les villes saintes, à la Mecque et à la Médina. De retour au Maroc, Ibn Battuta reçoit l'aide du sultan. À sa demande, il raconte ses voyages afin que les générations futures gardent sa mémoire vivante. Quand il est revenu au Maroc, il a reçu l'aide de l'empereur Abou Inna al-Marini. Celui-ci lui a demandé d'écrire un livre afin que les générations futures gardent sa mémoire vivante. Ce livre s'appelle Toufat an-Nuzar. Il l'a écrit avec l'aide d'une autre personne renommée Mohamed Al-Kabi qui l'a aidé à le rédiger. Aujourd'hui encore, la tombe d'Ibn Battuta reste discrète, presque cachée au cœur de la Médina. Pourtant, son héritage demeure bien présent. Le grand stade de Tanger, l'aéroport et plusieurs rues portent son nom. Dans ce labyrinthe de pierres et de mémoire, Mokhtar veille. Et à travers ses paroles, une certitude demeure. Ibn Battuta n'a jamais vraiment cessé de voyager. Sur les pas d'Ibn Battuta au cœur du labyrinthe de la Médina de Tanger, découverte réalisée par nos envoyés spéciaux sur place, Hassan Ba et Serigne Saliou Deme. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, bonsoir.